Les cadres financiers dans le cadre des campagnes électorales, à quoi ça sert? Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que les partis sont, vraiment honnêtes et transparents dans la façon dont ils utilisent et présentent ça? C'est, un sujet dont on va parler aujourd'hui avec, Patrick White, ancien journaliste, professeur de journalisme à l'UQAM et spécialiste, de la politique dans le cadre de cette rubrique, éclairage politique dans le balado Info Bref, actualité et affaires. Patrick, avant de parler de ça plus précisément, on arrive là maintenant dans le dernier droit de la campagne électorale. Est-ce que tu peux nous donner les faits saillants à retenir peut-être de la dernière semaine? Ben oui, évidemment. Alors, les chefs sont sur le terrain. On fait un grand nombre de provinces, entre autres M. Carney, qui a passé beaucoup de temps au Québec. Et c'est le dernier droit pour tous les chefs. Et le grand dernier sondage de la firme Léger est tombé plus tôt cette semaine avec le Parti libéral du Canada de Mark Carney, qui est toujours à 43%, leader dans les intentions de vote. Mais le Parti conservateur du Canada, avec Pierre Poilievre, est en hausse de 1 point par rapport au dernier sondage à 39% d'intention de vote. C'est très, très serré, hein, c'est très, très près de la marge d'erreur. Donc, il y a toujours une possibilité que les conservateurs soient au pouvoir, mais on se dirige vraiment, pour le moment, possiblement vers un gouvernement majoritaire libéral pour un autre mandat. Du côté des appuis au NPD, c'est stable à 8%, le Parti vert du Canada 2% et le Parti de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada à 2%. J'ai les chiffres pour le Québec, c'est important d'en parler. Donc, Mark Carney au Québec, 42% d'appui, les intentions de vote pour le Bloc québécois à 26%, mais juste derrière à 22%, le parti de Pierre Poilievre, le Parti conservateur. Et ce qu'on voit dans tout ça également, c'est le NPD, le nouveau Parti démocratique de Jack Mincing, qui tente de sauver les meubles en Alberta, où est sa base, et surtout en Colombie-Britannique. On espère conserver le seul comté sur l'île de Montréal, celui de M. Boulris, donc dans Rosemont, et également Ruth-Hélène Brosseau, qui pourrait, avec son retour, regagner le comté de Masquinongé, et le Bloc québécois là, qui dit donnez-moi plus de sièges que prévu parce qu'avec le 26%, on n'ira pas très loin et je vais être capable de collaborer avec Mark Carney, donc le Bloc québécois qui est bien conscient de tout ça. Donc, l'autre truc à surveiller de ce qui s'est passé dans les derniers jours, c'est vraiment le vote par anticipation qui a eu lieu pendant 4 jours et on a 7,5 millions de Canadiens qui ont voté, environ 7,3 millions. Donc, beaucoup de monde, ça montre cette tendance très, très forte du vote par anticipation. Et tout ça, ben, ça s'est passé à un moment où les cadres financiers étaient peu ou pas connus encore ou même pas dévoilés. Donc, beaucoup d'interrogations sur la suite des choses, sur l'importance des cadres financiers en campagne électorale. Mais donc ce vote par anticipation, ça semble aussi le fait qu'il soit si fort, ça semble dire que la question de l'urne, pour beaucoup de gens, elle est déjà résolue. Ils se sont fait une idée, là-dessus, est-ce qu'on peut penser que ça peut être à l'avantage de Mark Carney et des libéraux qui, ont réussi à imposer l'image face à Trump de quelqu'un qui serait plus capable que quelqu'un d'autre de Oui, répondre? exactement. Alors, tous les sondages montrent que c'est des dizaines de points d'écart avec M. Poilievre. Alors ça fait très, très mal. Évidemment, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui les mettait nez à nez les deux, 39% contre 39%. C'est Juno News qui en a parlé, un média de droite là, avec Rebel News. Donc, évidemment, oui, M. Carney s'est imposé en ayant des discussions avec le président Trump durant la campagne, en arrêtant la campagne à plusieurs reprises. Il est premier ministre par intérim, mais il a montré qu'il était aux commandes, les mains sur le volant, en discutant avec des chefs d'État étrangers, des réunions hebdomadaires avec les premiers ministres des provinces et des territoires canadiens. Il a même décidé, de ne pas aller aux funérailles du pape François à Rome parce que la campagne électorale est quand même extrêmement importante et que ça renvoyait un drôle de message de partir 48-72 heures à Rome pour des funérailles alors que la campagne n'est pas terminée. Donc, rien n'est pris pour acquis. Mais évidemment, M. Carney s'est imposé durant toute la campagne. Il y a eu des analyses, entre autres de Guillaume Bourgault-Côté, là, dans l'actualité cette semaine, qui font des bilans
relativement favorable à M. Carney, qui s'est imposé comme l'antidote à Donald Trump, la personne qui serait mieux capable de faire face à M. Trump aux tarifs. Et en lui donnant un mandat de 4 ans majoritaire, ben, ça pourrait peut-être lui faciliter les choses. Mais M. Poilievre, lui, est très combatif hein, après les débats en anglais et en français, et c'est loin d'être terminé. Donc, un dernier droit où les chefs vont faire énormément de millage, comme on dit, des milliers de kilomètres. Donc, jusqu'à dimanche soir, ils ont le droit donc de faire campagne, et on attend beaucoup de sondages également ce week-end. Revenons sur les cadres financiers. Le cadre financier, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les journalistes, par les médias, peux-tu juste nous donner un tout petit peu de perspective? Un cadre financier, normalement, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pour donner une idée des dépenses et des revenus pour les 4 prochaines années. Donc, c'est de dire le programme qu'on a, voici combien ça va coûter, voici si on est capable donc d'éliminer les déficits et voici les revenus qu'on prévoit aller chercher. Alors, du côté des libéraux, hein, c'est 225 milliards de déficit qui est en vue. On prévoit remettre beaucoup d'argent pour la garde côtière, pour la défense canadienne. On veut couper beaucoup de gras dans l'appareil gouvernemental parce qu'il y a eu une hausse de 40% de la fonction publique canadienne sous M. Trudeau. Donc, on dépense beaucoup et on espère un jour avoir l'équilibre budgétaire. Du côté des conservateurs, c'est beaucoup moins de dépenses. Hein? C'est 100 milliards de dépenses de plus sur 4 ans au lieu des 225 milliards des libéraux. Et leur cadre, eux, on prévoit aller chercher, à générer beaucoup de revenus, entre autres dans la construction de maisons, avec les taxes, les baisses d'impôts de 15% qui, selon M. Poilievre et les conservateurs, pourraient générer un assez gros retour sur l'investissement. Donc, les conservateurs qui veulent éliminer le déficit à 70% d'ici 4 ans. Donc, une gestion qu'eux estiment plus responsable. Et évidemment, les autres partis ont présenté leurs cadres financiers, le NPD et le Bloc québécois, mais ça ne compte pas. Mais ces cadres financiers-là sont de plus en plus illusoires dans la mesure où ça a été présenté à la dernière minute, que les gens ont voté souvent sans avoir vu les cadres financiers. Mais ça demeure quand même un outil pour avoir une idée de où serait dépensé l'argent et où serait coupé l'argent également. Et enfin, ben, l'atteinte de l'équilibre budgétaire, oui ou non, dépendant des partis. Alors quand tu dis c'est illusoire parce que ça a été présenté tard, ça c'est une chose, parce que en fait les partis ils se passeraient bien probablement dans bien des cas de donner ces cadres financiers au sens où c'est toujours plus facile d'expliquer les impôts qu'on va couper et puis les nouvelles subventions qu'on va donner que de dire comment on va équilibrer le budget ou en tout cas essayer de pas augmenter la dette. Donc ils ont intérêt à retarder ça le plus possible et à faire en sorte qu'au moment des débats il y ait le moins de questions possibles qui puissent être portées sur ces éléments-là. Je suppose que c'est la raison probablement pour laquelle ces cadres financiers sont reportés. Probablement cette année, ça a été le cas, effectivement, et la question de l'urne n'était pas les finances publiques, mais bel et bien la guerre commerciale Canada-États-Unis, comment nous allons répondre au cours des 4 prochaines années aux menaces d'annexion du Canada par les États-Unis. Ce sont des enjeux extrêmement importants qui ont créé une société très anxiogène au pays depuis le 20 janvier dernier. Alors, on a parlé beaucoup moins d'économie, presque pas d'environnement durant la campagne électorale. On n'a même pas parlé de l'enjeu de la souveraineté du Québec, même si le Bloc québécois est pour l'indépendance du Québec. Donc, la question du logement est revenue, l'inflation également, mais dans les cadres financiers, Michel Sauger l'a bien résumé cette semaine, ça demeure une fiction comptable, et on tente d'utiliser les chiffres à notre propre avantage sans nécessairement suivre toutes les règles comptables qui sont généralement acceptées. Parce qu'en fait, ces cadres financiers-là, ils sont à la fois comparables et pas forcément comparables. Ils n'utilisent pas exactement les mêmes normes, les mêmes textes, les mêmes termes, les Exactement. mêmes... Donc, on ne compare pas des pommes avec des pommes, c'est qu'on compare des pommes avec des patates ou même des pommes avec des oranges. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de vérifications des faits de la part des journalistes là, qui couvrent la campagne, qui ont passé au crible les deux programmes et qui s'en sont venus à la conclusion que finalement, pour les conservateurs, là, c'était 140 milliards de déficit
140 milliards de dépenses, pardon, et du côté des conservateurs, à peu près 225 milliards de dépenses supplémentaires. Bon. Et pour terminer les derniers jours de cette campagne, qu'est-ce qu'il faut surveiller? À quoi tu t'attends? Ah ben vraiment un rallye des chefs qui vont passer énormément de temps partout à travers le pays, probablement pour Monsieur Carney et Monsieur Poilievre, d'un océan à l'autre, donc des milliers de kilomètres, et en analysant évidemment, en commençant à regarder la sortie de vote. Donc on va travailler les équipes sur le terrain pour faire sortir le vote le lundi 28 avril. Et on passe les messages qu'on a du côté des conservateurs. On veut tenter un retour au pouvoir. On pense que Mark Carney incarne une élite riche qui est déconnectée de la réalité, que les libéraux ont vraiment nui à l'économie canadienne au cours des 10 dernières années. Et M. Carney se présente comme celui qui va pouvoir faire la différence pour faire face à M. Trump. Donc, des campagnes sur le terrain, M. Blanchette qui va tenter de sauver les meubles également un peu partout dans la région de Montréal et en province, à Québec et également autour de la capitale nationale. Donc, c'est vraiment un dernier droit, là, un blitz important de rassemblement partisan pour tous les chefs et en particulier pour le NPD là, qui va tenter de survivre comme entité politique. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir accompagnés pendant cette campagne électorale. C'était la dernière rubrique éclairage politique de cette campagne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous intéresse, cette formule d'une conversation d'une dizaine de minutes hebdomadaire avec un collaborateur expert dans un domaine? On envisage de continuer ça et puis peut-être d'en faire d'autres dans des thématiques qui sont particulièrement peut-être pertinentes pour InfoBref, comme économie, finance, affaires, technologie. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous écoutez ça ou vous regarderiez ça? Est-ce que c'est pertinent dans le flux du balado InfoBref? S'il vous plaît, envoyez-moi vos commentaires à patrick@infobref.com. patrick@infobref.com, vous trouverez aussi l'adresse dans les notes de cet épisode. D'ici là, bien sûr, je vous donne rendez-vous tous les matins dans le balado InfoBref et également à l'écrit pour ceux qui préfèrent le courriel, qui est notre produit principal, qui est l'infolettre InfoBref Matin. Merci, à très bientôt.